également Stéphane Blanchenet, président des comités directeurs de l'Action française, François Belker, secrétaire général, et tous nos amis. Permettez-moi également d'associer à ces remerciements M. Corbière, M. Plenel, Mme Nissen, parce que, en fait, j'ai remarqué, et sans doute l'avez-vous remarqué aussi, depuis que ce fameux livre des commémorations est sorti, avec une centaine de noms, c'est le nom de Maurras qui a été prononcé le plus souvent. Et donc déjà, c'est un succès, bien qu'il ait été retiré. Donc aujourd'hui, vous allez, grâce à ces événements, avoir une déclinaison de l'œuvre de Maurras, de son action, pendant la durée de des intervenants. Avec Christian Franchet-Dupéré, qui est rédacteur en chef, je crois, de la Revue Universelle, Hilaire de Crémier, j'ai oublié le nom et le prénom, Hilaire de Crémier, qui est président de politique, directeur de Politique Magazine et de la Nouvelle Revue Universelle, et secrétaire de la Restauration nationale, Gérard Leclerc, qui vient de sortir un livre que nous attendons, puisque théoriquement il doit nous être adressé ici même, dans les minutes qui suivent. Un autre Maurras, c'est bien le titre? Non, c'était son premier. Mai 68. Voilà, c'est sur mai 68, donc qui va venir. Bernard Pascot, de Bordeaux, professeur d'histoire. Et le président de la Restauration nationale. Jean-Baptiste Donnier, professeur des universités à Aix-Marseille, et on peut le dire, conseiller d'État du Prince à Monaco, à vie. Trémollet de Villers qui va nous rejoindre tout à l'heure vers 10h30. Donc vous allez écouter toutes ces personnes, vous allez être les privilégiés qui ont réchappé au massacre, les survivants, les sélectionnés par la nature, si j'utilise un terme biologique. Et vous aurez encore à faire preuve d'une certaine imagination, parce qu'on avait prévu un déjeuner à l'issue du colloque entre midi et 2, mais du fait des événements, on ne peut pas assurer ce déjeuner, et donc il faudra aller dans les bistrots à côté, tout autour, pour se substanter. Entre parenthèses, j'ai oublié de citer également Jean-Philippe Chauvin, professeur d'histoire, et qui tient également un blog très important dont La Faute à Rousseau s'inspire régulièrement pour nourrir ses commentaires. Voilà, je vous remercie infiniment. Je laisse la parole maintenant à Hilaire de Crémier qui va animer. Non pas animer, mais modéré. Ben alors ils ont animé, voilà. Modérer plutôt ce débat. Oui, on va parler de modération. L'animation, on en a à revendre. Merci beaucoup. Nous remercions Jean Gubillotta et Gérard Paul, François Davat et tous nos amis de la... Alors, je ne sais si on dit la Fédération Royaliste Provençale, la FRP, ou si on reprend l'ancienne dénomination, l'Union Royaliste Provençale, l'URP, peu importe. Ce sont nos amis qui ont organisé cette réunion et qui l'ont, somme toute, très bien organisée, puisqu'elle a produit un effet national, une conflagration qui est, de ce point de vue, qui est pour nous extrêmement intéressante, puisque ça remet en actualité Maurras, le fondateur, pas le fondateur exactement, parce que là aussi on fait des erreurs, mais qui a été l'animateur de l'Action française pendant plus de 50 ans. Alors j'ai d'abord un message à vous lire de Dominique Paoli, qui est, comme vous le savez, la présidente des Amis du Chemin de Paradis, et qui est aussi la présidente de Radio Courtoisie.
et donc elle m'envoie un petit message. Retenue à Paris par la radio, je ne peux être présente aujourd'hui parmi vous et je le regrette vivement. Votre colloque a été annoncé de nombreuses fois à notre antenne et j'espère que vous aurez une nombreuse assistance. Je ne doute pas de sa grande qualité et je suis sûr qu'il remportera un vif succès. Bien amicalement, Dominique Paoli Latil. Alors oui, un vif succès, comme chacun sait. Et je suis chargé d'animer ce colloque qui aurait dû être un colloque national. Maurras est un personnage qui a rempli toute l'histoire de France, on va dire, de 1896 jusqu'à 1950, 152, l'année de sa mort, 1952. Et donc c'est une sorte de déni de réalité. Et c'est tellement vrai que, très heureusement, 10 des membres du haut comité des célébrations ont donné leur démission, ce qui prouve à quel point cette décision de supprimer Maurras des célébrations officielles de la République est une décision totalement arbitraire. Louis Plenel est le type même des personnages qui font penser au totalitarisme. Monsieur Louis Plenel, c'est la justice incarnée. Ce monsieur, il est juste à minuit, il est juste à midi, il est la justice incarnée, il est l'infaillibilité et l'impeccabilité incarnée, et il suffit qu'il prononce un mot, et on l'a vu l'autre jour. On se demande comment le président Macron, dans la mesure où il représente malgré tout la souveraineté française, a pu se livrer à cet exercice et à se soumettre à ce débat animé par ce personnage qui est un personnage odieux, absolument odieux, et qui n'a réussi que par des subventions d'État, il faut le savoir. Et qui est un homme, en plus de ça, qui pourrait parfaitement être considéré comme en délicatesse avec le fisc. Lui qui prétend nous imposer sa loi. Alors, peu importe, on va laisser tomber ces gens-là qui n'ont pas d'intérêt, et on va s'intéresser à Charles Maurras. Et c'était prévu, entre nous, on parlerait de l'homme de la politique, parce que, à force de mettre des objections à la pensée de Maurras, on ne va plus à sa pensée. On commence toujours par des préliminaires. Et la pensée de Maurras, elle est intéressante en elle-même. Et donc, il faut encore l'étudier objectivement. Et alors, il est vrai que c'est une pensée extrêmement étendue, mais contrairement à ce que l'on dit, Maurras n'était pas un théoricien. Ça n'a jamais été un théoricien, c'était un homme d'une certaine manière de l'action, mais de l'action intellectuelle. Et il a continuellement fonctionné dans ce qu'on appelle aujourd'hui le débat, mais non pas le débat démocratique où tout se vaut, mais Maurras, c'est l'homme, et c'est ce que nous allons aborder, l'homme de la hiérarchie des idées. 3 publications tout à fait récentes montrent de fait l'originalité de la pensée de Maurras. Alors, ça y est, c'est fait? Non, ça marche? Oui, ça marche, voilà. Alors, vous avez L'âge d'or du maurassisme de Jacques Pogam qui vient d'être réédité aux éditions de Pierre-Guillaume Deroux, et c'est une édition qui est ancienne puisqu'elle date de 1971, et elle était à l'époque préfacée par Chevalier, qui était le grand professeur d'histoire des idées politiques à Sciences Po, et qui a été le maître à penser de plusieurs générations de Sciences Potard et d'Énarque. Et donc c'est très intéressant, avec une préface de Michel de Gégère, alors qui est comme toujours tout ce que fait Michel de Gégère, c'est extrêmement brillant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je voudrais aussi citer Maurras et la pensée d'action française de Maurice Torelli, que les éditions de Flore viennent de rééditer. Je crois que vous le trouvez là-bas sur le présentoir. Et puis alors, Charles Maurras, L'avenir de l'intelligence et autres textes. En fait, il y a beaucoup d'autres textes que L'avenir de l'intelligence. De préface de Jean-Christophe Buisson. Donc Jean-Christophe Buisson est directeur adjoint au Figaro. Il est sur la chaîne Histoire, comme chacun sait. Et l'édition a été établie et présentée par Martin Motte, qui est professeur, directeur d'études à l'École pratique des hautes études,
et qui avait publié déjà en son temps, il y a quelques années, avec Georges-Henri Soutou, Entre la vieille Europe et la seule France, Charles Maurras, La politique extérieure et la défense nationale. C'était aux éditions Economica en 2009. C'est pour vous dire que la pensée de Maurras n'est quand même pas tout à fait éteinte, la preuve en est, et ce colloque est fait pour essayer de comprendre ce Maurras qui est en réalité inconnu, qui est méconnu quand il est connu, c'est-à-dire connu en mauvaise part, et j'allais ajouter, et qui est très souvent incompris. La pensée la plus claire qui soit est incomprise. Ça prouve qu'il y a vraiment un problème d'idées et de pensée en France. Et ce colloque est fait précisément pour balayer tous ces nuages et nous faire connaître Maurras, et non plus le méconnaître, et essayer de le comprendre. Alors, je terminerai avant de passer la parole à Christian Franchet-Després, qui va faire une sorte d'entretien préliminaire, de prolégomène, puisqu'on est obligé, avec Charles Maurras, de commencer par expliquer ce qu'il n'est pas, avant d'expliquer ce qu'il est. C'est terrible, hein. Dans quelle société sommes-nous? Ce qu'il n'est pas. Et je fais confiance à Christian Franchet-Després pour le présenter très, très objectivement. Et je voudrais conclure cette toute petite introduction en vous citant les vers qui pratiquement introduisent la musique intérieure. Oui, vous posez une question, c'est quoi? Non, il n'y a pas de question pour le moment, on verra tout à l'heure. Qui s'intitule « Destinée » et qui montre précisément, dans ce poème, Maurras a voulu dire le caractère étonnant de sa destinée qui fait que, comme il le dit dans un de ses vers, c'est une flamme torse. Et en fait, elle est droite. Mais il a été obligé de suivre des chemins tortueux pour arriver à la vérité politique. Le vent d'ouest au seuil béant de ta maison sur le rivage a modulé son cri sauvage et les appels de l'océan, mais tu n'as pas quitté ton île, il fait bataille sur la mer. Jamais la gloire du viré fer n'a brillé dans ta main débile. Tu ne peux être matelot que d'imaginaires espaces où plus qu'ailleurs l'aube fugace et longue à poindre sur le flot. Darde au zénith la flamme torse des volontés de ton destin. Dans les angoisses du matin, quelle nuit lente use ta force. Il a voulu dire des choses, elles n'ont pas forcément été comprises. Je passe la parole à Christian Franchet. Ça ne sera pas très facile pour moi de parler devant un auditoire dont une bonne partie, sauf peut-être les plus jeunes, connaissent le sujet que je vais traiter aussi bien que moi, mais très souvent beaucoup mieux que moi. Mais il fallait bien que quelqu'un s'y colle, il me l'a demandé, donc c'est moi qui vais leur lancer un petit peu les choses. Alors, ce sujet, Maurras, au-delà des caricatures, et Maurras dans sa vérité, donc, est à la fois facile et difficile. Il est facile tant la caricature est grossière, et aussi parce que l'homme qui est Maurras est d'une incomparable richesse. Mais le sujet est par ailleurs difficile parce que la caricature est très largement ancrée dans les esprits. Elle l'a été pour des tas de raisons que nous connaissons, mais elle est également difficile pour une toute autre raison, c'est que Maurras est un homme à la pensée extrêmement complexe et à la personnalité également extrêmement complexe.
Alors, la décision qui a été prise par le ministre de la Culture, Françoise Nyssen, de l'écarter du livre des commémorations de cette année, est extrêmement significative. Madame Nyssen, qui ne manque certainement pas de culture, son travail à la tête des éditions Actes Sud de l'atteste, n'a évidemment pas lu une ligne de Maurras. Cela se sent, cela se voit, cela ressort d'ailleurs de tout ce que l'on peut savoir d'elle. Cependant, il n'y a rien eu de vindicatif dans l'attitude qu'elle a eue dans cette affaire. Il n'y a pas eu du tout d'agressivité, ni dans ses déclarations, ni dans son comportement. Mais une évidence lui est brutalement apparue. Elle ne fréquentait pas Maurras, et si elle ne le fréquentait pas, c'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Lorsque la liste des commémorations lui a été soumise, elle n'avait rien trouvé à redire à la proposition des historiens du fameux comité. Mais la police de la pensée veillait, toujours prête à rectifier les défaillances. Et Mme Nyssen a pris conscience alors de son erreur, comme dans n'importe quel régime totalitaire. On ne peut qu'éviter ceux qui sont infréquentables. Contre eux, les valeurs de la République elles-mêmes sont suspendues. Contre eux, la censure non seulement illicite, mais elle est le plus sacré des devoirs. Contre eux, la liberté de réunion, nous le savons, n'a pas lieu d'être défendue. S'agissant de Maurras, c'est son nom même qui est devenu le symbole des forces sombres qu'on voit déjà à l'œuvre dans un célèbre film de Fritz Lang, M. le Maudit, dont le tournage dans les années 30 est contemporain de l'ascension d'Hitler au pouvoir. C'est déjà la réduction à Hitlerum qui vient s'inscrire ici en filigrane. Même non dite, on ne peut que constater à quel point elle imprègne les esprits, et pas seulement l'esprit de Mme Nyssen. Nous avons évoqué cette formule M. le Maudit hier soir avec quelques amis. Tout le monde n'est pas d'accord pour l'utiliser à propos de Maurras, parce que pour beaucoup de gens, Maurras n'est pas véritablement maudit. On sait qu'il a une influence quelquefois secrète, quelquefois inavouée. Par exemple, chez quelqu'un comme le général de Gaulle, on sait que cette influence a existé, même si lui n'a jamais réellement voulu en parler, en tout cas pas officiellement. Mais également, on a vu d'autres exemples, alors beaucoup plus récents, en particulier aux États-Unis, chez les plus proches du président Trump. Et on sait également que Maurras commence à être connu d'un certain nombre de personnes, même à l'étranger, et dans un sens qui n'est pas celui de cette espèce de chape de plomb qui pèse sur lui. Alors, rendez-moi mes personnalités, c'est ça que réclamait Maurras à son procès devant la Cour de justice de Lyon. Ne vous amusez pas à fabriquer un mannequin que vous appelez Charles Maurras. J'ai, moi, ma vie, j'ai ma carrière, mes livres, ma doctrine, mes idées, mes disciples. J'ai l'avenir devant moi qui vous flétriront. Alors, cette phrase est très connue. Elle résume un petit peu tout ce que je devrais présenter maintenant, mais si je le faisais, évidemment, nous en aurions pour un certain temps, très au-delà du temps qui m'est imparti. Mais un mannequin appelé Charles Maurras, c'est bien cela qui nous est brandi et qu'on n'a cessé d'instiller dans l'opinion, à la faveur de la difficulté qu'il eut longtemps à lire ses œuvres, pas ou peu rééditées. L'esprit public a été progressivement imprégné de cette image totalement falsifiée. On peut dire qu'il y a là un phénomène tout à fait exceptionnel. Moins Maurras est connu, plus il est considéré comme identifié au mal.
comme une sorte d'incarnation du mal. On le voit bien avec ces gens qui nous ont empêchés de tenir cette réunion d'une manière normale. Le réflexe chez eux, il est évidemment fondé en rien sur une connaissance de ce qu'est Maurras, de sa personne, et moins encore de son œuvre. Mais c'est vrai qu'on sent bien que si cette incarnation du mal n'existait pas, il aurait fallu qu'il l'invente. Alors on a fait de Maurras un nationaliste, une sorte de nationaliste jacobin, forcené, alors que nul, plus que lui, n'a été attaché à l'idée de la décentralisation, qui fut, on le sait, son premier combat politique, et que son nationalisme intégral a toujours veillé prioritairement à ce que toutes les populations françaises soient à même de faire entendre librement leur voix dans le respect du bien commun de la nation. On en a fait aussi un ennemi farouche de la liberté, alors que nul plus que lui n'a été le défenseur des libertés vraies, des libertés réelles, là encore dans le cadre local, régional ou national qui leur permet de s'épanouir dans le plein respect des intérêts collectifs. On en a fait un violent, et alors on ne manque jamais de rappeler sur ce point qu'il a menacé Léon Blum d'un couteau de cuisine. On se rappelle qu'il l'a menacé de cela au cas où Léon Blum déciderait d'une intervention militaire en Éthiopie contre l'Italie, alors que la priorité évidente à ce moment-là était de se préoccuper de la menace hitlérienne de plus en plus oppressante, et qu'il ne fallait justement pas courir le risque de jeter Mussolini dans les bras d'Hitler. Le couteau de cuisine était alors devenu sous sa plume une simple figure de style pour rendre plus solennelle et plus pressante l'adjuration de ne point détruire, de ne point détourner nos regards de l'ennemi principal. On sait d'ailleurs que cette figure de style eut son efficacité, le gouvernement Blum ayant dû renoncer à son projet éthiopien. On en a fait aussi un antichrétien viscéral et un apologiste du paganisme de l'Antiquité. Alors sur ce point, plusieurs des intervenants à ce colloque ont beaucoup à dire. Je pense en particulier à Hiller à côté de moi avec notamment sa lecture du Chemin de Paradis. Je pense aussi à Gérard Leclerc, dont on souhaitera d'ailleurs ici qu'il puisse regrouper un jour ces différents textes sur Maurras, quelques décennies après ce premier livre, Un autre Maurras. Je pense aussi à Axel Tisserand, dont on regrettera qu'il n'ait pu venir aujourd'hui, mais dont le travail d'édition et de notes sur la correspondance de Maurras avec l'abbé Penon a fait beaucoup avancer notre connaissance des préoccupations spirituelles de Maurras. Rien qu'à eux trois, ils sont en mesure de faire voler en éclats le mannequin d'un Maurras athée et viscéralement opposé à la charité et au dogme chrétien. Il serait d'ailleurs hautement souhaitable qu'avec quelques autres, avant la fin de cette année Maurras, ils tiennent un séminaire ou un colloque qui fasse litière des idées qui ont été encore récemment dans une revue comme la revue d'histoire du christianisme Codex. J'ajouterais que personnellement, j'attacherais le plus grand prix à ce que peut être un jour publié la correspondance entre le Carmel et Maurras. Cette correspondance qui a commencé en 1936 et qui a duré jusqu'à sa mort en 1952. La dernière lettre de la sœur carmélite qui était en correspondance directe avec lui est arrivée 3 jours avant sa mort. On ne sait pas s'il a pu la lire ou pas. Cette correspondance comporte des dizaines et des dizaines de lettres. C'est Nicole Maurras qui les détient et la plupart sont absolument inédites. Quelques-unes ont été publiées dans différentes publications, les cahiers Fan Maurras, le cahier de Lerme ou dans certains livres. Mais cette correspondance
fera mieux comprendre, une fois elle sera publiée, ce qu'a été le réel itinéraire spirituel de Maurras. J'ajoute un dernier mot là-dessus, c'est que a été directement concerné dans cette correspondance le pape Pie XI, avec qui Maurras a écrit à plusieurs reprises, et il existe une lettre, une réponse de Pie XI lui-même, une réponse manuscrite écrite directement par lui en français, qui est profondément émouvante, parce que c'est un moment où Pie XI, c'est 10 ans après la condamnation de 1926, Pie XI devient très malade, la malade qui va l'emporter peu de temps après, et Maurras lui avait écrit une lettre pour le soutenir en quelque sorte, et il a répondu à cette lettre, et sa lettre est extrêmement émouvante. Alors, on a fait aussi de Maurras un apologiste de la race. Idée tout à fait absurde. Jacques Mainville reconnaîtra un jour que c'est Maurras qui, en 1900, l'a éloigné de toute tentation raciste. Lors de la parution du livre de Vacher de la Pouve, L'Arien, son rôle social. Charles Maurras, a dit Mainville, avait mis le très jeune lecteur que j'étais en garde contre les rêveries de la race. Lui, Maurras, si grec, a dénoncé l'idée d'une race grecque. Ce que je loue, a-t-il écrit dans Antinéa, ce que je loue, les points les Grecs eux-mêmes, mais l'ouvrage des Grecs. Et je le loue non d'être grec, mais d'être beau. Ce n'est pas parce qu'elle est grecque que nous allons à la beauté, mais parce qu'elle est belle que nous allons à la Grèce. Lui, pas seulement le grec, mais aussi le latin, a dénoncé l'idée d'une existence d'une race latine, folie pure et sans issue, dira-t-il. L'essentiel, écrit-il dans un article de l'Action française en 1936, l'essentiel est qu'il existe une civilisation latine, un esprit latin, véhicule et complément de l'hellénisme, interprète de la raison et de la beauté athénienne, durable moment de la force romaine. Ça, c'était dans les temps de mer. Alors, pour Maurras, que ce soit sur les plans social ou ethnique, il n'y a pas de sous-homme, ni d'ailleurs de surhomme. Tout homme, et ça il l'a écrit dans la politique naturelle, a le dépôt des biens spirituels et moraux dont la raison et la religion s'accordent à faire l'attribut d'humanité. Tout homme ayant cela vaut tout autre homme pour cela. Pierre Boutang, dans son La Fontaine politique, avait fait sur ce thème cette observation. Rien dans l'enseignement contre-révolutionnaire ne suggère que l'accroissement d'inégalités, ni sa conservation religieuse et sacrée, soient des biens. Il y a des inégalités parce qu'il y a des fonctions et des différences. Alors, bon, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, à analyser. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, en particulier sur Maurras et Pétain. Maurras, l'homme de Pétain. Les choses ont été mises au point à de nombreuses reprises, mais en particulier, j'ai le souvenir par Dreyfus, François-Georges Dreyfus. Oui, pas par Dreyfus lui-même, ce serait évidemment un scoop. Voilà, alors bon, je pourrais m'étendre là-dessus, mais je préfère passer tout de suite à ce qui représente évidemment le point le plus litigieux, le plus complexe aussi, c'est vrai, à traiter, même si sur le fond, les choses sont claires et simples, mais elles ne le sont pas dès qu'il s'agit de les expliquer.
et d'autant plus que nous vivons, on le sait, à une période depuis... Il s'agit naturellement de l'antisémitisme. Alors, là-dessus, tellement de choses ont été dites, je n'arriverai pas à mieux les dire que la manière dont elles ont été traitées dans de nombreuses publications qui ont été faites, en particulier par des gens qui sont présents ici. Alors, j'ai choisi plutôt, ici en Provence, de rappeler la mémoire de quelqu'un qui est un petit peu oublié, qui était un disciple de Maurras, l'un de ses plus brillants, qui a enseigné à Aix, qui est Victor Nguyen. C'était dans les années 70 et 80, et donc à Aix-en-Provence précisément. Et j'ai le plaisir à le citer ici parce qu'il faudra bien un jour que nous le relisions et que nous fassions ressortir la très grande fécondité que pourrait avoir une telle relecture. Alors, Nguyen, un jour, a osé faire quelque chose qui pourra paraître à beaucoup d'entre nous un peu blasphématoire. Une comparaison directe entre Charles Maurras et Adolf Hitler. Que Maurras et Hitler, disait-il, et il notait au passage qu'il n'y avait pas eu du tout d'influence de Maurras sur Hitler, que Maurras et Hitler, donc, aient également condamné l'esprit juif, ne signifie pas qu'ils aient donné de cet esprit des définitions qui aient la moindre proximité entre elles. Alors qu'Hitler voyait dans l'esprit juif surtout un esprit de revendication mortifère de l'égalité entre les hommes, les peuples et les races, Maurras, tout en condamnant l'égalitarisme, dénonçait dans cet espoir d'une société transparente à elle-même l'éternel désir humain de se faire semblable aux dieux. Alors là, je voudrais faire remarquer qu'on voit très clairement ici que sur une question actuelle, trop actuelle, celle du transhumanisme, les positions de Maurras et d'Hitler seraient évidemment radicalement opposées. Mais je reprends le texte de Nguyen. Si la politique hitlérienne va délibérément viser à constituer au-dessus des masses des Slaves une aristocratie biologique, la politique de Maurras veut au contraire, par une réflexion sur l'héritage, découvrir les conditions naturelles de la vie en société. Paradoxalement, c'est toujours Nguyen qui parle, la réflexion de Maurras sur les élites est très peu originale si on la compare par exemple à celle de Pareto. Maurras se penche de préférence sur les institutions familiales, professionnelles, régionales, nationales et sur les institutions de l'État qui doivent assurer la perpétuation de l'héritage. Si les hommes sont inégaux entre eux, si les cultures sont inégales entre elles, la biologie n'y est pour rien. L'inégalité vient bien plutôt de la diversité des modes d'existence historique et de la difficulté qu'éprouvent les peuples comme les individus à ne pas gaspiller ce qui a été longuement amassé par leurs ancêtres. La vie ne va pas sans corruption ni sans hiatus. Il y a la décadence des meilleurs, mais un déclin peut être suivi d'une renaissance. Athènes a succombé, puis Rome à son tour, mais grâce à l'Église puis aux Capétiens, la France a su récupérer l'héritage antique. Aux yeux de Maurras, elle n'a pas été la seule, même s'il croyait qu'elle l'avait fait fructifier de la manière la plus éblouissante. Et en fin de compte, dans ses polémiques les plus violentes contre Nguyen, Maurras reste toujours un humaniste. C'est ce qui sauve ces polémiques les plus dures, les plus injustes parfois, mais qui ne sont jamais ravalées au rang de règlement de compte. Non seulement le débat maurassien est presque toujours un débat d'idées, mais encore, ce débat débouche tôt ou tard sur un sens, et un sens qui tend toujours à être universel.
C'est là où il est devenu impératif pour rendre enfin à Maurras la justice impartiale qui lui a été refusée en 1945. Une justice sereine, sans complaisance, apte à relever les excès s'il en a eu, les dérapages si on veut bien en trouver, éventuellement à redresser ses torts s'il en a eu, mais à une condition, de les situer dans la vérité de leur contexte. Ce n'est plus de Guillaume qui parle là, c'est moi. Maurras était un soldat que terrifiaient les menaces pesant sur la France. L'idée de voir la soldatesque germanique fouler le sol martégal était le cauchemar de son existence. Plus que tout, il avait, à la veille de la Grande Guerre, redouté de voir 500 000 jeunes Français couchés, froids et sanglants sur leur terre mal défendue. En fait, on le sait, ils furent plus du triple dans cette Première Guerre mondiale. Après cette première gigantesque catastrophe du siècle, il ne serait d'ailleurs pas inapproprié de qualifier de Shoah, selon le sens précis de catastrophe du terme hébreu que popularisera dans un autre contexte Claude Lanzmann. Maurras, en fait, fut terrorisé à l'idée que cette catastrophe se renouvelle 20 ans plus tard, selon ses propres prophéties et celles de Mainville. Le 6 novembre 1920, il a écrit ceci dans l'Action française. La victoire a été achetée par 1,5 million de sacrifices humains et le fruit va s'en envoler. Il faisait allusion évidemment au traité de Versailles. Le malfaisant, le sanglant empire ne sera pas détruit. La menace, et là je vous demande d'écouter ce qu'il a écrit en 1920, la menace d'un nouvel holocauste continuera de planer sur le monde. Maurras n'avait évidemment pas pu que quiconque prévu le génocide des Juifs, mis en œuvre par les nazis, mais pour ceux qui le lisent avec attention, il est évident que 20 ans à l'avance, il avait prévu et décrit les causes de ce que Lanzmann a appelé la Shoah. Et pendant l'entre-deux-guerres, voir la Troisième République laisser se réaliser pas à pas ce qu'il redoutait par-dessus tout, éveillait chez lui une sorte de fureur sacrée. Ce combattant se voyait combattre une hydre à 1000 têtes, que dans la violence des coups il ait pu frapper à côté, même à tort, il était impossible, compte tenu des circonstances et de son tempérament, qu'il en fût autrement. Mais Maurras, par son désintéressement, par sa vitalité généreuse, par sa rigueur, son honnêteté intellectuelle et morale absolue, a droit au regard de justice qui lui a été refusé. Refus qu'il a fait, on le sait, condamné pour intelligence avec lui. Lui qui, capable de toutes les formes de l'intelligence, était rigoureusement incapable de celle-là. Quand on suit le fil complet de l'existence de Maurras, depuis son enfance baignée à Martigues, la tragicomédie de sa surdité, jusqu'à l'adolescence, puis la jeunesse brillante mais tourmentée à Aix puis à Paris, la perte de la foi, je mets perte entre guillemets, car même se disant agnostique, on peut constater à quel point il était habité par une forme de foi, d'une force à faire pâlir celle de bien des croyants. Mais si on reprend le fil de cette existence, il y a encore cette immense correspondance qui a aussi duré extrêmement longtemps avec l'abbé Penant. Il y a aussi tous les articles et les livres de l'époque de sa première notoriété, ses critiques littéraires. On connaît celle sur Montréal, sur France, sur Barès, ou l'article stupéfiant de lucidité qui lui valut la reconnaissance de Proust. Et puis cette œuvre étrange et complexe du chemin de paradis, sur laquelle tout manifestement n'a pas encore été mis, mais aussi une forme d'entrée en politique avec le texte sur l'idée de la décentralisation que lui inspira son adhésion ici en Provence au Félibrige, que j'évoquais tout à l'heure. Et on le sait, il y a eu les grandes œuvres de la maturité, 3 idées politiques, d'abord, Chateaubriand, Michelet, Sainte-Beuve, Antiméa, cet immense salut à la Grèce, à cette Grèce où nous sommes nés, pour reprendre
la formule d'un du brillant disciple Pierre Monnier, Les Amants de Venise, où à travers l'évocation de l'aventure sentimentale de Sandé Musset, il règle définitivement son compte à l'amour de l'amour, à cette vision romantique qui hanta sa première jeunesse, et puis à l'avenir de l'intelligence, ouvrage prophétique ou avant-pédie, mais dans une intuition fondamentalement semblable. Il dénonça l'argent, l'or, disait-il, comme étant à la racine du mal politique, économique et social qu'il voyait se profiler, et l'affrontement aussi qu'il a connu à une forme jugée dévoyée du christianisme, un affrontement déjà présent à l'époque du Ralliement, à l'époque où Léon XIII, en 1894, a publié Au-delà des sollicitudes, 92, mais et 2 ans après, en 94, Le chemin de paradis, mais qui ensuite a été mis en forme claire dans le dilemme de Marc Sangnier, un essai sur la démocratie religieuse. Et puis alors, quel étranger qui allait porter une vision nouvelle et une sorte de feuille de route à la diplomatie française et même à la lecture de la géopolitique mondiale. Enfin, l'enquête sur la monarchie, conclusion politique qui allait désormais synthétiser son action française. Alors, tous ces ouvrages qui sont à la fois fort connus et tout à fait aussi inconnus, tous ces ouvrages ont été publiés sur une période prodigieuse de 10 ans, une décennie, les 10 premières du XXe siècle. Et cela est vraiment au cœur du mystère Maurras. Pour ce siècle qui commençait, il apportait de quoi assurer la prospérité de la France et offrir au monde un modèle de vraie grandeur au service du bien commun des hommes. Et le XXe siècle lui répondit en déclenchant les tempêtes de feu et de sang que nous savons, et a fini par l'enfermer derrière les barreaux d'une prison. Certes, son vieil ennemi, l'hubris germanique, a été durablement défait en 1945, et dans sa prison, il s'en est ouvertement réjoui. L'Allemagne détruite, humiliée, mise au banc d'humanité pour les crimes inimaginables qu'elle a commis. On pourrait croire en effet que c'était son rêve accompli. Mais son projet pour l'Allemagne était infiniment plus humain. Sur le modèle de la paix de Staline, il voulait que l'espace linguistique et culturel germanique demeurât politiquement éclaté. On se rappelle la boutade de François Mauriac à propos du partage de l'Allemagne en zone soviétique et zone occidentale. J'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux, sauf que cette coupure était artificielle et ne tenait aucun compte des réalités historiques. La vision de Maurras, elle, était parfaitement réaliste et fondée sur l'histoire. Belleville et lui l'ont défendu avec acharnement en 1919 lorsque se discutait le traité de Versailles, et annonçant d'une manière quasi prophétique tout ce qui allait se dérouler. Mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur le caractère profondément humain, humaniste si l'on veut, de la vision que Maurras avait pour l'avenir de l'Allemagne, alors que ce sont les démocraties occidentales qui en ont fait en 1945 un champ de ruines. C'est le totalitarisme soviétique qui lui a imposé un déplacement de population sans précédent, conduisant à la disparition dans le sang de la Prusse elle-même. Alors, on peut se poser la question, où est le fascisme? Où est l'humanité? Son combat politique, on le sait, a été pour une patrie, pour un roi, les plus beaux qu'on ait vus sous le ciel. Les guerres mondiales et la défense éperdue de la France, cette correspondance avec le Carmel, enfin, la prison rejetée avec hauteur, mais acceptée dans la sérénité. Tout le parcours de cette vie exceptionnelle, cet arc d'une tension vibrante, exclut toute possibilité de médiocrité. Ce vieux cœur de soldat n'a point connu la haine, a-t-il affirmé. Peut-on voir là une hypocrisie, un mensonge, pour quiconque a pris la peine de suivre Maurras de bout en bout? C'est une chose rigoureusement impossible.
Merci Christian. Non, tu restes encore 30 secondes. Merci Christian. Je rassure pour les personnes qui seraient désireuses d'avoir les actes de ce colloque, ils seront publiés précisément par Christian Franchet-Despéré dans la nouvelle revue universelle qui paraîtra cet été. Au début de l'été. Au début de l'été. Tu as dit énormément de choses, alors comme on est un petit peu pris par le temps, on ne va pas trop s'attarder, mais je voudrais souligner deux mots que tu as dit. Tu as employé le mot mystère. Et je pense qu'il y a un mystère, Charles Maurras. Et c'est la raison pour laquelle il est un signe de contradiction. Et être un signe de contradiction, dans notre tradition, c'est révélateur. C'est révélateur. Marx n'est plus un signe de contradiction. Maurras reste aujourd'hui un signe de contradiction. Je trouve que dans ton exposé, tu as extrêmement bien précisé je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. C'est peut-être parce que j'ai appris. Ça marche. Du coup, ça fait peu penser. Mais tu as insisté sur ce caractère humaniste, on va dire plutôt humain, humain de Maurras. Extrêmement humain. Lorsqu'il polémiquait, par exemple quand il polémique avec un Schwab, ça ne l'empêche pas, 15 jours après, d'écrire un nouvel article pour expliquer qu'il aime bien Schwab, mais qu'il l'a repris sur un point. Mais pas, ce n'est pas une remise en cause de la totalité de la personnalité. Tu as évoqué son antisémitisme, ce qu'on appelle son antisémitisme. Je pense que l'on pourrait relever qu'en réalité, le premier Maurras a été fondamentalement d'abord anti-protestant. Les monos peints par eux-mêmes, qui n'ont jamais été réédités, en est l'illustration, ce qui n'empêche pas le président de votre fédération d'être lui-même protestant, et ce qui n'a pas empêché des quantités de protestants d'être d'Action française. Moi, j'en ai connu. Et même à ce propos-là, sur les monos, au moment de la guerre de 14-18, eh bien, Maurras a écrit un article à l'éloge d'un mono qui avait fait un acte d'héroïsme pendant la guerre. Donc, sa polémique était d'abord une polémique de l'époque, il faut bien se rendre compte. Et puis, c'était une liberté de l'esprit. Et Maurras était parfaitement capable de revenir sur un jugement prétendument définitif, y compris à propos d'Alfred Dreyfus. Si Alfred Dreyfus est innocent, qu'on le fasse maréchal de France. Et alors il rajoute immédiatement après, parce qu'il le faut dans la polémique, mais qu'on fusille une vingtaine de Dreyfusards. Voilà, c'est une manière. Si on commence à argumenter dans ce domaine-là, on se perd, on s'interdit de penser, et c'est extrêmement grave. Alors, il y a un deuxième point qui, pour moi, me paraît très intéressant, mais on y reviendra, on ne va peut-être pas poser des questions tout de suite, mais je trouve qu'il y a une convergence entre ce que tu as expliqué et ce qu'a expliqué Benoît XVI. Dans un discours dont je ne me souviens plus de la date précisément, mais où Benoît XVI explique, dans un long, avec cet art merveilleux qu'il avait d'expliquer les choses, que ce n'était pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ était né dans une Méditerranée grecque. Et que ce n'était pas pour rien que les derniers livres de la Bible avaient été écrits en grec, originellement, et que les textes du Nouveau Testament étaient tous écrits en grec, et que les premiers pères de l'Église étaient grecs, et qu'il était nécessaire que cette pensée chrétienne, que cette révolution chrétienne, que le Christ lui-même soit prise en charge par la pensée grecque. Je trouve qu'il y a là des convergences qui sont plus qu'étonnantes et sur lesquelles il faudra revenir. Et j'ajoute un petit mot pour... tu as évoqué un séminaire possible sur le Maurras religieux. On va faire en sorte qu'il soit non seulement possible, qu'il devienne obligé, nécessaire. Et je suis très content de ce que Gérard Leclerc soit là, mais on aura l'occasion de le faire, et vraisemblablement à l'occasion de l'anniversaire de sa mort au mois de novembre prochain,
Et on le fera de telle façon qu'on ne soit pas enquiquiné par M. Plenel, dont on n'a rien à faire, et qui est, semble-t-il, le pape au-dessus du pape. Et cette pensée m'insupporte. Ces gens qui ne sont rien. Il n'a pas lu une page de Maurras. Il serait incapable d'en réciter un seul vers. C'est un pauvre type, en réalité, ce garçon. Il n'existe que contre les autres. C'est le contraire de Maurras. Absolument le contraire. La caricature qu'on fait de Maurras, c'est la réalité de M. Plenel. On est bien d'accord? Bon, voilà. Nous ferons ce séminaire, et ce qui serait bien et ce qui serait merveilleux, ce serait de pouvoir faire un colloque sur le Maurras littéraire. Et nous allons essayer de nous y employer. Mais vous vous souvenez, parce qu'il y a un certain nombre de personnes de notre génération qui sont ici, vous vous souvenez qu'il y a encore 30 ans, 40 ans, à l'Académie française, il y avait au moins 20 académiciens qui n'avaient pas peur de parler de Maurras et qui se disaient d'une certaine manière, sinon disciples, parce que le mot disciple peut entraîner beaucoup d'interférences, mais ils n'avaient pas peur. Vous vous souvenez des bassistes, des Lévy-Mirepoix, des Déon et des Michel Mort. Je me souviens de Michel Mort il y a 20 ans ou 15 ans, à l'Académie française, dans un colloque qu'avait organisé notre ami Barrault, récitant des poèmes de Maurras avec une élégance, une fraîcheur. Il avait pourtant 80 ans passés, et rien ne lui faisait peur, très heureusement. Michel Mort, moi de penser que, comme Henri Massis, ça vaut 50 et plus Plenel. Pardonnez-moi d'en vouloir à ce garçon, parce que je trouve insupportable de penser que la société française, que Jeannenet lui-même, grande dynastie républicaine, soit obligé de démissionner devant les impératifs de ce monsieur. On va prendre ce monsieur, on ne va pas nommer les autres ça n'existe pas. Mais lui, parce qu'il prétend jouer un rôle. Or, il n'existe que parce qu'il a eu des subventions d'État. C'est énorme, quand on y réfléchit. Et nous, on se réunit sans subvention d'État et on est soumis aux oukases de ce monsieur. Bon, peu importe, on va le laisser tomber pour continuer notre affaire. Donc, c'est important, le Maurras mystérieux, le Maurras religieux, et j'ajoute que nous allons tout faire pour faire ces deux colloques, si on peut, un colloque sur le Maurras littéraire, parce que c'est un immense écrivain et un merveilleux écrivain pour qui connaît sa prose et sa poésie. Et puis un Maurras religieux pour expliquer, on n'explique pas, vous savez, un mystère, la caractéristique du mystère, c'est qu'il est au-delà de l'explication. Ça ne veut pas dire qu'il est sans explication. Il peut y avoir des explications, mais il est au-delà. Et je pense que Maurras est d'une certaine manière au-delà des explications qu'on en donne familièrement. Merci beaucoup à Christian Franchet-Lépéré, qui est donc le rédacteur en chef de la Nouvelle Revue Universelle et qui publiera les actes de ce colloque. Alors, maintenant, je demande à notre ami, oui, applaudissez-le.